Alors, le temps abdominal avant le clampage, les gestes d'urologue. La première chose, c'est rechercher une tumeur. Je vous rappelle que ce sont des contre-indications au prélèvement, donc ne vous précipitez pas. Commencez par rechercher les tumeurs. On vous conseille d'aller examiner les malades en réanimation avant. Et je prends l'exemple d'un jour d'un jeune de 35 ans qui aura une tumeur du testicule, on va passer à côté. Parce qu'on fait des échos, des scans, des machins, mais personne n'aura été palpé les coups. Ça va nous arriver. Statistiquement, c'est rare, donc c'est pas encore arrivé, mais je peux vous garantir que ça va nous arriver. Personne n'examine ces malades-là. Et je pense que c'est une erreur. Ça coûte pas cher et ça peut rapporter. D'accord? Donc quand vous allez avoir ouvert l'abdomen, ben c'est pareil. Et donc vous allez palper tout, le mésentère, le côlon. Vous allez, dans le rétropéritoine, palper tous les parenchymes, le foie, la rate, les reins, le pelvis. Donc on va rechercher s'il n'y a pas une contre-indication évidente au prélèvement, une tumeur qu'on n'aurait pas vue. Ensuite, on va laisser nos amis hépatiques, s'ils sont là, examiner leur foie, qui peut avoir des décisions rapides à prendre. Est-ce qu'il y a une stéatose? Est-ce qu'il y a une hépatomégalie? Bormous, couleur jaune, ils appuient dessus, sont capables de vous dire à la virgule près le pourcentage de stéatose en appuyant avec le pouce. Est-ce qu'il y a une cirrhose? Et s'ils ont besoin de faire une biopsie hépatique, il faut leur laisser faire la biopsie hépatique, et moins de faire l'hémostase, pour qu'ils puissent prendre une décision. Pareil, si nos amis thoraciques et notamment les cardiaques ont besoin de voir leur cœur, eh bien, il faut leur laisser faire la sténotomie. S'il y a besoin, on fait une thoraco propre, on fait l'hémostase et on laisse nos amis chirurgiens cardiaques voir leur cœur parce qu'ils ont des décisions. Vous avez vu le timing et la communication. Donc ils peuvent avoir besoin de le voir pour prendre des décisions. Donc faire la sténotomie à ce temps-là, de toute façon, comme le disait Emmanuel, ça facilitera les temps de dissection du foie. Il faut bien faire l'hémostase et puis vous mettez le filoc à l'envers. Sinon, là, un peu dans les gencives en bas, ça nous gêne un peu. Et puis on va exposer le rétropéritoine. Donc on va décoller le tolque droit. On va inciser la racine du mésentère, une grande voie à droite qui va nous permettre de récliner tout le côlon et tout le grêle en haut à gauche. Et ça nous permet d'exposer le rétropéritoine parce que finalement tout ça c'est une intervention de chirurgie vasculaire. Donc on va faire le décollement duodéno-pancréatique et on va se retrouver avec nos gros tuyaux, un petit rognon que généralement on ne voit pas parce qu'il est caché dans la graisse rénale. Et je vous rappelle qu'à l'enseignement c'est la répétition, que notre amie elle est là. La fameuse polaire inférieure droite précave, c'est là que vous pouvez vous la manger. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, on répète, faites donc le tolque de gauche aussi, ça vous permettra de classer et de respecter la chaîne du foie comme chez Picard. On va alors aborder les contrôles vasculaires, puisqu'en fait tout le problème va être de définir un territoire vasculaire pour faire de la perfusion in situ. Alors vous allez faire le tour de l'artère iliaque primitive. Attention de ne pas vous gaufrer la veine rénale, excusez-moi, c'est une obsession la veine rénale, de ne pas vous taper la veine iliaque qui est derrière. Donc vous avez intérêt à passer plutôt votre dissecteur de vous vers l'aide. Vous allez contrôler l'artère iliaque primitive gauche parce que vous n'aurez pas envie de balancer votre produit qui coûte cher dans les membres inférieurs. Vous allez contrôler l'artère iliaque externe et puis vous allez contrôler, tout à l'heure on va en reparler, l'artère hypogastrique ici, et puis vous allez contrôler l'artère mésentérique supérieure à son origine pour faire la part entre l'origine de l'artère mésentérique supérieure et des rénales. Et puis ensuite, vous allez contrôler la veine cavitaire surrénale par Delac. Et puis va se poser, là encore, donc vous faites attention à l'artère polaire inférieure rénale précave. Je vous l'aurais répété 25 fois. Et puis là, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas aller contrôler l'aorte iliaque à ce moment-là. Mojgan vous en a parlé tout à l'heure. Là, vous prenez des risques hémorragiques. Le thorax n'est pas ouvert s'il n'y a pas eu besoin d'aller regarder le cœur. Donc nos amis thoraciques ne sont pas prêts. Si vous faites une plaie là, vous allez avoir du mal à vous en sortir. Ça peut saigner fort et vous pouvez perdre des organes. Donc on fera ce temps-là uniquement en pré-clampage immédiat. Vous ne le faites pas à ce moment-là. On est encore trop loin du clampage pour prendre ce risque hémorragique. À ne pas faire non plus, c'est de mettre la décharge cave parce que vous allez diminuer le retour veineux au cœur et vous prenez le risque d'un arrêt alors que ça se fera juste au dernier moment. Vous allez passer vos 2 lacs sous la veine, vous êtes prêts, mais vous ne mettez pas la canule veineuse à ce moment-là. Alors, se pose le problème de la cannulation artérielle. Donc il y a plusieurs façons de faire. Premièrement, celle qui est peut-être faite le plus souvent, qui est la cannulation au niveau aortique. Donc, il y a bien sûr des pertes sanguines et un risque qui est plus important, si bien que ça n'est pas fait au début de prélèvement, c'est fait immédiatement avant le clampage. Donc si jamais vous avez un gag pendant le clampage, ben, vous n'êtes pas prêt pour cannuler, vous allez cannuler en catastrophe, et en cannulant en catastrophe, vous prenez un risque de mal cannuler et de disséquer. Donc voilà, vous avez la ligature, vous vous mettez un pouce au-dessus, vous mettez votre canule et vous mettez votre nœud au-dessus.
Autre chose, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'il y a des iliaques, des polaires inférieurs rénales qui peuvent venir des iliaques. Donc quand vous faites comme ça, vous risquez d'exclure des artères rénales. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser l'artère iliaque primitive droite. Vous allez lier votre artère primitive, vous allez faire une rhabdotomie, glisser votre canule, et vous ne respectez pas le carrefour artériel pour nos amis vasculaires. Et vous aurez demain, je crois que demain mercredi, je ne sais pas, Julien Gaudry, qui va vous expliquer tout le bien fondé des allogreffes artériels pour les malades qui ont des sepsis sur prothèse. Mortalité 60%. Ils ont besoin de biogreffes, d'allogreffes artériels. Et ils en manquent cruellement. Donc il faut, un des messages de l'FPMO, prélever les carrefours. Si vous canulez comme ça, vous préservez pas le carrefour. La troisième possibilité, c'est d'aller clamper et canuler en artère iliaque interne droite, l'artère hypogastrique. Donc vous en avez fait le tour, vous la liez en distalité. Et l'avantage de ce système-là, c'est que vous respectez le carrefour. Alors, les petites astuces à connaître, c'est que ça peut être fait en début de prélèvement, c'est pas du tout hémorragique. Vous avez tout contrôlé, vous avez clampé votre artère iliaque externe, clampé l'artère iliaque primitive droite, clampé l'artère iliaque primitive gauche, vous avez mis un nœud, donc vous avez tout le temps pour sectionner, vous avez même le temps de prendre un café. Ça ne saigne pas. Vous avez sectionné complètement votre artère. Si vous ne la sectionnez pas complètement, elle part dans le petit bassin, vous avez votre canule à 90 degrés par rapport à cette direction d'artère et vous risquez de disséquer. Donc vous avez tout le temps de la prendre, de la tirer vers vous, de vous la dilater gentiment et de rentrer une canule dans l'hypogastrique qui ne posera aucun problème. Mettez donc un clamp si vous voulez rester sec, hein, parce que globalement vous allez quand même vous trouver dans la horte, et puis vous allez monter votre canule en enlevant vos bulldogs, et vous mettez bien sûr un pouce sur l'aorte cœliaque, sur l'aorte sous-rénale, le temps de faire l'hémostase, de monter votre canule, et vous allez la sécuriser, vous allez la ligaturer ici, et vous la sécurisez ici avec le fil de la distalité. Et comme vous l'avez mis tôt dedans, au moment du prélèvement qui va rester un certain temps, vous mettez dedans de l'héparine pour que ça ne coagule pas. D'accord ? Alors si on résume les avantages et inconvénients des différentes, l'aorte distale, c'est une technique qui est simple, pas de placement précoce possible, canule large au débit, mais risque de saignement, risque d'exclure des artères polaires rénales inférieures, non-respect des greffons vasculaires. Les avantages de la clampage, de la canulation dans l'hypogastrique, vous pouvez avoir une canulation précoce au début du prélèvement, il peut tout vous arriver après, vous avez qu'à brancher, il ne peut rien vous arriver, vous êtes tranquille. Moi j'ai fait ça avec des externes, hein. Pas d'interne sur le prélèvement, que des externes, ça ne pose aucun problème. Aucun risque de saignement, préservation des greffons vasculaires. Bien sûr, ça à ne pas faire s'il y a un athéro important, les sauts en hypogastrique est épouvantable. Vous mettez une canule plus petite, mais le débit ne pose pas de problème. Et il y a un peu plus de dissection, quoi. Allez, 4 minutes de dissection en plus, je pense que c'est pas grave. Le contrôle de la horte cœliaque, on en reparlera tout à l'heure. Et je vais peut-être laisser maintenant la place à Lionel. Après ce que le vous a présenté, le temps suivant, quand on va sur le pancréas, la première chose à faire, c'est d'ouvrir l'arrière-cavité des épitons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on ouvre l'arrière-cavité, puis on va ligaturer le ligament gastro-colique tout le long, et puis on va remonter tout le long de la grande courbure pour aller vers la rate, et puis ligaturer les vaisseaux courts. Donc ça c'est vraiment le premier temps. Le deuxième temps, c'est que quand ça c'est fait, quand on a bien lié tous les vaisseaux courts et qu'on plonge sa main au fond de la cavité abdominale pour embaumer la rate, comme on le ferait pour une splénectomie, et puis on va ouvrir le mésogastro postérieur. On va passer dans le plan vasculaire, hein, qui est juste en arrière de la rate et au contact du pancréas et passer devant le plan surrénalien. Et puis on va utiliser la rate comme une poignée et on va retirer le pancréas vers soi, vers la droite, qui va permettre de relever la totalité du mésogastro postérieur. Alors, de courir le long de la queue du pancréas et puis on va rencontrer ensuite les éléments vasculaires qui risquent de poser problème. Et en particulier en haut, l'artère splénique, puisque c'est l'artère splénique qu'on va recroiser en haut. Alors on peut le faire dans l'autre sens aussi, hein. S'il y a un chirurgien digestif avec vous, on peut commencer par le pédicule hépatique, visualiser l'artère splénique et puis passer au plan gauche un peu plus tard. Ce qu'on voit généralement pas, c'est l'artère mésentérique supérieure, comme c'est marqué ici, parce que l'artère mésentérique supérieure, elle va être beaucoup plus profonde et pas tout à fait dans le même plan. Et du coup, quand on veut la voir et quand on veut la disséquer, alors une des possibilités, c'est de rabattre la totalité du mésentère vers le haut. Vous avez fait votre libération du tome droit,
Vous incisez le mésentère vers la veine mésentérique inférieure, vous rabattez toute la masse digestive vers le haut, et vous sentez très bien l'artère mésentérique inférieure supérieure, qui part de la face antérieure de la aorte. À ce moment-là, vous pouvez donner deux coups de ciseaux, faire le tour. Moi j'aimais bien quand je faisais cette activité, passer un lac derrière, comme ça j'avais la certitude qu'on avait bien topographiquement isolé l'artère mésentérique supérieure, j'avais plus qu'à la retrouver quand je repassais par en haut. En tout cas, quand vous avez relevé votre pancréas en partant de la gauche vers la droite, vous allez trouver la structure vasculaire qui est l'artère splénique, et là, à ce moment-là, vous vous arrêtez, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le premier temps de préparation du pancréas. Le deuxième temps, c'est le temps un peu plus digestif pour libérer les détroits, ça va relativement vite. Vous trouvez votre pileur, et puis juste après votre pileur, vous allez passer un lac que vous allez mettre en attente, et puis c'est là que vous donnerez votre coup de GIA quand vous ferez votre prélèvement pancréatique après le colique. Et puis vous libérez les détroits, et de la même manière, vous pouvez passer une lacette. Alors, il y a cette manière de contrôler les vaisseaux que pratiquement plus aucune équipe ne fait aujourd'hui. Ça serait d'aller disséquer l'artère mésentérique supérieure et la veine mésentérique inférieure au pied du processus incinatus. On le fait quasiment jamais en pratique, parce que c'est un peu compliqué, parce que ça peut saigner, parce qu'on n'a pas bien d'aller chercher. Bon, c'est faisable, hein. Mais en pratique, ce qui se passe, c'est que là, vous avez le mésentère qui descend, et puis les artères sont cachées, on relève la totalité du mésentère, et là, tout à l'heure, on donnera un coup de GIA à la zone de bifurcation et à la zone de division des éléments vasculaires. Donc là, on passe du côté droit. Du côté droit, eh bien, alors généralement, les chirurgiens hépatiques vont être dans les barrages. Nous, on aime bien passer un doigt dans le hiatus de Winslow juste pour aller vérifier qu'il n'y a pas une artère hépatique droite. C'est la première chose qu'on fait à ce moment-là. Ensuite, on vérifie la présence de la topographie du cholédoque, juste sans disséquer, puisqu'on attend nos collègues de la chirurgie hépatique pour voir qu'il n'y ait pas de problématique particulière de ce côté-là. Et puis on recroise du côté droit en haut l'artère splénique et on palpe la faute artère hépatique avec très souvent la gastro-duodénale, et on attend que nos amis chirurgiens digestifs et hépatiques arrivent pour commencer la dissection du pédicule hépatique. Alors pour l'intestin, on l'a dit tout à l'heure, hein, si vous faites un pancréas seul et que vous avez un intestin seul à faire, vous êtes obligé d'abandonner l'un des deux potes prélevants. Généralement, on s'en va plutôt vers le prélèvement intestinal. On garde pour la vascularisation l'artère mésentérique supérieure et la veine mésentérique supérieure. Donc, en pratique, quand on doit faire de l'intestin, on fait un décollement tel que Benoît vous l'a décrit tout à l'heure. On va relever le mésentère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour visualiser l'artère mésentérique supérieure. Et puis, on va ensuite, lorsque on a individualisé la veine et l'artère mésentérique supérieure, à ce moment-là, on se préparer à une cannulation, et on en reparlera tout à l'heure. Donc, je laisse la place à nos amis hépatiques. Maintenant, je vais vous parler de... Donc l'équipe foie arrive sur le champ du prélèvement. Donc les lacs ont été mis en place, hein, les gros vaisseaux rétro-péritonéaux ont été contrôlés. Alors là, vous avez des lacs sur la partie terminale de l'aorte. Tout à l'heure, Benoît vous a dit qu'on pouvait, enfin, dans la mesure du possible, on essayait de faire ça sur les vaisseaux iliaques le plus distalement possible. Parfois, on est obligé de se mettre dans cette localisation anatomique. La première chose, en général, quand l'équipe hépatique arrive, il faut évaluer la qualité du greffon hépatique. Emmanuel vous en a déjà touché un mot tout à l'heure. Les critères de jugement, ils sont relativement simples, c'est la couleur du foie, l'aspect de ses bords, et puis un élément important, c'est la souplesse du foie. Alors parfois, il ne faut pas se laisser abuser par un foie qui peut apparaître tendu, congestif, et ça, il faut toujours demander à l'anesthésiste où en est la pression veineuse centrale. Et si la PVC est très élevée, ça peut expliquer un aspect un peu congestif du foie, et donc il ne faut pas se laisser abuser par ça. Un greffon excellent, vous savez tous qu'il est plutôt de couleur rouge sombre, il est très souple, les bords sont minces, il n'a pas subi de traumatisme. Après, il y a des greffons qui sont intermédiaires, qui sont un petit peu plus pâles. Et puis après, le greffon on peut émettre des doutes importants sur sa qualité. Dans ce cas-là, on s'aidera de l'histologie avec un examen extemporané quand c'est possible.
Et puis la dernière situation, eh bien, manifestement le foie n'est pas bon, et dans ce cas-là on n'ira pas plus loin pour ce qui concerne cet organe. Alors maintenant que tout le monde a des smartphones, c'est très utile, ça peut être très utile, bon, et parfois les couleurs ne sont pas bonnes, mais ça peut aider, en tout cas c'est un élément supplémentaire, c'est d'envoyer une photo au chirurgien transplanteur en essayant d'en prendre 2 ou 3 même, et ça peut être un élément qui peut aider à prendre la décision pour accepter ou non ce greffon. Autre élément important, il faut toujours réévaluer le greffon, refaire le point après rinçage, parce qu'on a des foies qui sont parfois, qui paraissent acceptables avant que le rinçage ait lieu, et après le rinçage, ils deviennent très moches, très durs, et là, vraiment, il faut s'attacher à refaire le bilan après le rinçage. Alors voilà, les photos ressortent peut-être pas très bien. Un bon greffon, donc, il est de couleur bordeaux, il est homogène, il a des bords fins, on peut plier le lobe gauche très facilement, et puis il n'y a pas de traumatisme encore une fois. Un foie stéatosique, il peut apparaître pâle, ou alors très jaune dès qu'on imprime la moindre pression dessus, au doigt. Il peut être parfois déjà un peu ferme, et les bords sont en général émoussés. Dans ce cas-là, on va décider de le prélever en fonction, bien sûr, du degré d'urgence de la transplantation du receveur. Si c'est un patient inscrit en SU, on pourra aller très loin dans l'acceptation. Et puis, aux données de la biopsie, qui va permettre de quantifier le degré de stéatose et le degré de fibrose. Alors, on vous l'a déjà dit, il y a des critères un peu... des marges qui ont été définies. Moins de 30%, on n'a pas d'hésitation. Au-dessus de 60, là, on prend vraiment des risques majeurs. Et entre 30 et 60, on accepte le greffon en fonction du degré d'urgence de la greffe. Cette stéatose macro-ovulaire est souvent associée à une stéatose dite microvésiculaire. Elle est rarement isolée. Et la stéatose microvésiculaire, elle, en fait, c'est des petites vacuoles qui sont présentes. Le facteur prédisposant, il y a des médicaments qui peuvent donner ça, qui sont variés, et puis aussi des anomalies métaboliques. La stéatose microvésiculaire, on peut aller jusqu'à 90-100%, il n'y a pas de réelle contre-indication à accepter ce type de greffon stéatosique, en sachant qu'isolé est extrêmement rare. Si la stéatose est mixte, on prend en compte le degré de stéatose macrovésiculaire, celui qui est décisionnel. Quel que soit le degré de cette stéatose, s'il y a des lésions histologiques associées de type infiltrat inflammatoire ou fibrose, même discrète, dans ce cas-là, le foie n'est pas prélevable et donc c'est une contre-indication à la transplantation. Et puis la dernière situation dont on a parlé tout à l'heure, le greffon, même en cas de paramètres morphologiques, en imagerie, écho, scanner, biologique, normaux, parfois on tombe sur un foie horrible, fibreux et même parfois cirrhotique. Donc là, il n'y a pas de doute quant à la décision à prendre. Si vous considérez que votre foie est prélevable, donc la procédure se poursuit. Alors là, vous pouvez déjà rincer la vésicule biliaire, c'est un élément très important pour la suite. C'est que la bile peut être délétère sur le revêtement épithélial de l'arbre biliaire. Il faut essayer de le faire, ce rinçage, quand même pas trop loin de la période de clampage, sinon la vésicule va se remplir à nouveau de bile et c'est pas une bonne situation. Dès ce moment, vous pouvez aussi, il est conseillé de cannuler la veine mésentérique inférieure. Alors, en réclinant la masse plantaire vers le haut, vous la verrez apparaître, se tendre au bord inférieur du 4e duodénum, juste en dessous de l'angle de Treitz. Vous la chargez sur deux fils sertis, en général du Vicryl de 0, ça va très bien. Vous nouez le fil distal, vous le mettez en tension, vous réalisez une petite moucheture à la face antérieure de cette veine, et puis vous pouvez introduire votre canule, en général c'est une canule de 12 franges, et vous la poussez. C'est pas la peine d'aller très loin, et surtout il ne faut pas dépasser l'origine du tronc de la veine porte, parce que cette canule après vous la laisserez en place, et il ne faut pas que le rinçage soit sélectif à droite ou à gauche,
Et quand on rincera le foie au moment de l'implantation, pendant la phase d'anastomose cave-au-cave, on rince le foie en général avec de l'albumine, du sérum avec de l'albumine. On a besoin de cette canule, il ne faut pas qu'elle soit sélective. Donc vous arrêtez à l'origine du tronc porte. Si vous ne sentez pas la canule arriver, parfois elle part dans la splénique, ce n'est pas la peine de s'évertuer à vouloir vraiment aller jusque dans le tronc porte. Vous la poussez juste ce qu'il faut pour que le liquide parte dans ce réseau veineux, mais il faut juste la fixer et que ça soit perméable. D'accord ? Il ne faut pas trop chercher les complications. À ce moment-là, il faut demander à l'équipe en salle de mettre en place les pieds de perfusion amputables. Il faut que les poches soient situées à peu près 1 mètre au-dessus du plan de la veine cave du donneur. Vous savez que l'interpression est très mauvaise pour le réseau, pour le système endothélial vasculaire. Il faut éviter le croisement des lignes. En général, du côté droit, on met le pied à perfusion pour canuler l'aorte, et du côté gauche pour la veine porte. Avant de céder le champ à l'équipe cœur, donc on s'assure que ces lignes de perfusion elles ont bien été fixées sur les cuisses du donneur, qu'elles sont prêtes à être utilisées. Les vaisseaux ne sont pas encore canulés à ce moment-là. Il faudra attendre donc que l'équipe cardiaque ait évalué son greffon et que l'anticoagulation par voie générale ait été faite.